Mais le pape, Ça aurait été génial. mais j'aurais adoré. Alors, vous savez que j'ai demandé, ça c'est un scoop. L'idée toutes les semaines, ici, dans cette cave de restaurant, c'est de recevoir un invité ou une invitée. En l'occurrence, aujourd'hui, mon invité, c'est Mireille Dumas. Bonjour Mireille. Bonjour, alors l'idée c'est de saouler l'invité, c'est ça, pour qu'il avoue n'importe quoi. Exactement. D'accord, j'ai compris. On veut Ok. tout savoir d'ici la fin de D'accord. l'interview. Ok. C'est le principe de l'émission. Toutes les semaines, 17h30, la base. Je m'appelle Mathieu Gérard et je suis extrêmement touché, honoré de recevoir aujourd'hui Mireille Dumas. Vous êtes la grande prêtresse de l'interview. Donc, vous recevoir en interview, c'est ultra impressionnant, intimidant. C'est un peu comme inviter Etchebest à dîner, quoi. N'exagérons rien, mais bon. Vous avez ce livre qui est en ce moment en librairie, qui s'appelle Mireille Dumas, Rencontre inoubliable. En gros, c'est un best-of de vos interviews que vous avez faites. J'ai noté un mot, il y a écrit aléatoire. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il y a écrit ces rencontres inoubliables et il y a reflète un choix aléatoire. On dirait que vous avez mis dans une roue de loto tous les noms que vous avez reçus. Non, j'explique un peu plus loin que ça se répond. Mais Je aléatoire, taquine. parce que effectivement, sur le nombre d'entretiens menés, il y en a 19 ou 20. Il y a une vingtaine simplement, une d'entretiens. vingtaine, c'est très très peu. Et donc, je suis allée chercher ceux qui m'avaient le plus touché ou avec lesquels il y avait une histoire et qui se répondaient aussi, qui construisaient un récit. Parce que l'idée, c'était de reprendre ces entretiens, mais de les écrire, de dire ce que je ressentais au fur et à mesure, puis un peu à travers ça, de donner quelques clés sur moi. Toute petite, Bien je sûr. suis restée toujours en retrait. Ce sont mes invités qui sont les plus importants. Mais c'était bien, dans la mesure où j'ai beaucoup questionné quand même les personnes sur leur trajet, de donner aussi un petit peu des clés sur mon trajet. Parce qu'on va le comprendre au fil des entretiens que vous avez faits avec vos invités. Parfois, en répondant aux questions que vous leur posiez, ils répondaient aux questions que vous posiez à Oui, vous-même. bien sûr, ça arrive. Évidemment, automatiquement, il y a comme ça des interférences dans l'entretien. Pas toujours. On n'est pas toujours en train de se chercher soi en interrogeant l'autre. Hein, il faut, d'accord. Mais bien sûr que ça renvoie à soi aussi. Bien sûr, parce que même parfois, sans s'interroger soi-même, on se retrouve avec une réponse qui fait écho à Oui, quelque chose parce qu'on est en train de a vivre. Bien sûr, ou qu'on a vécu. Ou qu'on a vécu. Bien sûr, ou que l'on va vivre sans le savoir à l'avance. Mais plus tard, on se dit, ah, il a répondu à une question, voilà, ou en tout cas à un problème ou à une interrogation que je me suis posée plus tard. Ça, c'est très étonnant à vivre. Je voulais commencer cette interview avec un bout de lecture de votre avant-propos. Vous commencez justement en disant, alors quasiment la toute première phrase, c'est « Enfant, je rêvais de parcourir le monde ». Et page suivante, « Aller à la rencontre des autres, de tous les autres, était une nécessité pour moi. Voilà ce qui m'a guidé ». Quel était ce besoin? D'où vous est venue cette nécessité d'aller à l'encontre du monde et des autres? Je crois que c'est venu d'une enfance un peu en huis clos. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Oui. En fait, ça, c'est la sensation que j'ai. Évidemment que je n'ai pas vécu en huis clos, enfermé, etc. Mais comme ma mère était mon institutrice, Oui. comme je vivais dans une maison où il suffisait de pousser une porte pour voilà, aller dans l'école. Donc, je passais de maman tu à madame vous. À l'époque, et c'était bien d'ailleurs de faire la différence. Les parents instituteurs, Bien souvent sûr. demandent aux enfants de les vouvoyer pour être comme les autres. Et donc, la cour de jeu, c'était la cour d'école aussi. Donc, tout était, vous voyez, dans cet univers. C'était un petit village et devant, il y avait un mur de ferme. Et donc, le sentiment d'être quand même dans cet enfermement. Et du coup, je me disais toujours, quand je serai, enfin plus tard, quand je serai grande, je voudrais parcourir le monde. Et ce qui m'intéressait, c'était d'aller au devant de tous les autres. J'avais une curiosité, je me disais, une vie c'est formidable. Enfin, je me le disais, je me le suis dit après en fait. Hein, c'est pas tout ça, c'est pas au même moment. Mais on se dit qu'une vie c'est formidable, on va avoir plein d'expériences, mais c'est court. Et donc j'avais envie d'embrasser entre guillemets la vie de milliers de personnes. Il y avait cette curiosité de comment les autres se débrouillaient de leur vie. Et c'est vrai que ce qui m'intéresse n'est pas le même que moi, ce sont tous les autres dans toutes leurs différences. C'est la différence qui m'a toujours guidée et voilà, et intéressée. Pour vous, il n'y avait pas d'autre choix possible que celui-ci? Non,
Ça s'est imposé. La première fois que j'ai fait du théâtre expérimental, pas pour être sur des planches, mais pour travailler, c'était dans les hôpitaux psychiatriques. Je travaillais donc Avec Peter Brook. avec Peter Brook et avec surtout des malades mentaux. Ça a été avec des enfants aveugles. Donc, je suis allée vers des personnes différentes. Ce qui m'intéressait, c'était comment entrer en communication, voilà, avec ces autres qui n'ont pas forcément la même perception que moi. Et puis après, je l'ai élargi, évidemment, à toutes les marginalités. Pourquoi est-ce que cette expérience vous a tant marqué dans l'approche de ce futur métier qui allait être le vôtre? Je crois que ça a été justement de pouvoir communiquer au-delà des mots. C'est quand vous travaillez comme ça avec des personnes différentes, en tout cas en psychiatrie, ils n'ont pas forcément les mots pour dire. Vous voyez, donc vous êtes obligé de travailler beaucoup sur le corporel, sur le sensitif, sur l'intuition, le non-verbal, etc., la gestuelle. Et donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire quand le lien s'établit par autre chose que le langage. Et ça s'établit. On avait un langage, mais un langage qui n'est pas celui qu'on emploie là. C'est un langage qui ne signifie rien. Donc vous mettiez l'intention que vous vouliez. Donc vous pouviez exprimer la douleur, voyez, mais on disait pas douleur, on faisait il y avait des, voyez, et on part sur tout un langage à partir de sons et de gestes. Et là, il y a vraiment ça se crée. Et moi, ça m'a évidemment beaucoup aidé, beaucoup marqué dans mon métier de journaliste, intervieweur, mais de réalisatrice aussi. Et dans ce livre, justement, qui retrace ces entretiens de vie privée, vie publique, vous parlez de la fracture entre le privé et le public, ce que Nekfeu appelle la frontière entre l'humain et le personnage. Est-ce que vous avez déjà été déçu de cette frontière entre les deux? Ça arrive, mais j'ai remarqué que c'était très compliqué en télévision de tricher. C'est un miroir un petit peu grossissant, hein, quand même, la télévision. Si on peut pas tricher longtemps. Et dans le métier de journaliste, d'animateur, peu importe, si vraiment on n'aime pas les gens, à un moment donné, ça va quand même ça va se ressentir et je pense qu'on fera pas long feu. Mais quant aux artistes, ils sont quand même, voilà, on est quand même assez proche de ce que l'on est. Mais pas toujours. Alors, c'est tout un débat. Hein. Est-ce qu'on différencie l'homme du génie, mais du talent, enfin de l'œuvre? Je pense qu'il faut le faire parce que sinon, ça devient très compliqué. Hein. Il y en a beaucoup qui vont passer, qu'on va mettre à la poubelle. Est-ce que vous pensez que cette frontière a pu changer aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les nouveaux médias, etc. Est-ce que vous pensez qu'elle est plus fine ou au contraire plus épaisse? Non, elle est beaucoup plus fine. Elle est de plus en plus transparente. Moi, quand j'ai lancé l'émission Vie privée, vie publique en 2000, c'est parce que je sentais en 2000 que la frontière entre la vie privée et la vie publique devenait de plus en plus fragile, de plus en plus transparente. Et tout le questionnement de cette émission, c'était où s'arrête l'une, où commence l'autre. Donc, on a besoin de transparence, c'est-à-dire de cohérence. Voilà, il y a des hommes politiques, je me souviens en tout cas à l'époque, qui menaient une certaine vie et qui manifestaient, et qui vivaient totalement autrement et qui faisaient des manifs à l'encontre de ce qu'ils vivaient, par exemple, publiquement. Donc, c'est vrai que ça, vous dites, on a envie que les gens soient cohérents. Maintenant, d'aller fouiller dans la vie privée des gens, quand ça ne... Enfin, il y a une vie privée qui est une vie privée. Qu'il faut respecter. Voilà, qu'il faut respecter. Maintenant, tout a bougé, évidemment, parce que des choses sortent, et puis parfois des choses qui ont été commises, qui étaient enterrées. Et maintenant, c'est aux yeux de tous. Et d'ailleurs, j'allais dire, c'est bien que les choses évoluent. Après, il faut voir jusqu'où on met le curseur et où on le met. Je voulais revenir sur cette phrase aussi que j'avais notée. Vous avez dit « C'est ma maman qui a fait de moi un être curieux des autres et curieux de la différence ». C'est quelque chose qui a jalonné tout votre parcours. Ouais. Cette curiosité, c'est parce que elle vous l'a enseigné justement quand vous étiez petite? Oui, en fait, non pas en me disant ça, mais la façon dont elle nous a élevés, ce qu'elle nous a enseigné à l'école. Il y avait l'instruction civique à l'époque, voilà. C'était une féministe avant l'heure. Et voilà, elle nous a enseigné, en tout cas, elle nous a transmis toutes ces valeurs. Et puis c'est vrai qu'elle nous disait que notre corps, elle n'avait pas tout à fait ces mots, ce sont les mots d'aujourd'hui, mais je les traduis, mais c'était que notre corps nous appartenait. De la naissance à la mort. De la naissance à la mort. Ça, moi j'ai grandi avec ça, qui était vraiment le leitmotiv de ma mère.
Oui, vous avez dit, elle est avant-gardiste sur bien des Oui. combats, celui des femmes en particulier. Ben oui, bien sûr, sur le droit à l'avortement parce que ça n'existait Bien pas, sûr. à l'époque, sur, le droit de choisir sa mort qui est un débat on ne peut plus actuel. Sur tous ces débats-là, enfin Et c'est qui en n'est tout pas cas fixé c'est d'ailleurs comme débat. toujours pas, Bah on non. est enfin c'est Mhm. voilà, c'est en débat, actuellement et enfin depuis déjà de nombreuses années. Mais vous imaginez ça, c'est dans les années, 60. Je voulais revenir sur ce côté questions qui étaient posées à vos invités et qui, comment dire ça, et qui faisaient écho à vous-même. Oui. Est-ce que ça vous a déstabilisé parfois? Peut-être, mais peut-être, mais franchement, sur le moment, je crois que il n'y a pas cette. Je suis tellement tendue vers l'autre que je suis plutôt. Enfin, ce truc de, vous voyez, de renvoi, etc., il se fait plutôt en amont ou après. Mais j'ai eu des moments où de grandes émotions. Vous avez dû arrêter le Et tournage? voilà, et c'était plutôt ça où j'avais envie de. J'étais très émue, bouleversée, envie de pleurer. Et je me souviens ça d'une jeune fille qui est dans les années 90, qui était une jeune fille, c'était sa première relation sexuelle. Elle avait contracté le sida au début voilà, des années 90. Et elle me regardait droit dans les yeux et elle me disait qu'on lui avait dit qu'elle s'en sortirait pas, voilà, qu'elle mourrait. Et elle me le disait avec tellement de enfin comment dire, elle regardait la mort en face. Vous voyez, elle n'avait pas peur. Elle me le disait sans pleurer, sans rien. Et pour moi, c'était totalement insupportable. Et je sais que c'était la première fois, c'était mes premières émissions, en tout cas de plateau. Et à un moment donné, je ne pouvais plus. J'ai prétexté. Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais j'ai prétexté, comme on n'était pas en direct, quelque chose pour arrêter l'émission. Et je suis allée pleurer. Je suis allée pleurer en régie et après on m'a remaquillée, puis j'ai fait le mien et je suis repartie. Mais parce que je me disais, je n'ai pas le droit de m'écrouler devant une jeune fille qui est aussi courageuse. Tu sais, je n'ai pas le droit. Elle est là à me regarder droit dans les yeux, elle affronte la mort, etc. Et voilà. Mais moi, c'était très, 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 très compliqué. D'ailleurs, c'est après ces émissions que j'ai adhéré à des associations pour le droit de choisir sa mort aussi. Oui, j'ai vu que ça faisait partie des combats Ouais, bah oui, j'ai que, emboîté comme aussi, que vous bercée menez. Ouais. par ce que me disait ma mère, etc. Mais oui, il y a eu des témoignages comme ça aussi, une jeune dame qui avait aussi le cancer et qui expliquait qu'elle ne voulait pas, voilà, à un moment donné, elle dirait stop parce qu'elle ne voulait pas être dans une décrépitude, enfin, ou quelque chose qu'elle ne voulait pas vivre. Enfin, j'ai eu des témoignages comme ça qui sont assez bouleversants, qui fait que, évidemment, la femme que vous êtes, la citoyenne Bien que sûr. vous êtes, etc., enfin, vous amène aussi à, vous voyez, enfin, moi, ça m'a amené à prendre aussi des décisions ou en tout cas me confirmer des choses ou m'amener à prendre position en tout cas. Et c'est un combat que vous espérez porter avant. Ah bah moi je pense que la loi passera avant que je ne quitte cette terre, oui ça c'est sûr. Oui bien sûr ça avance, il y a eu la loi Leonetti, puis ça avance, ça avance, ça avance, oui. Puis il y a des prises de conscience et c'est normal. Et dans ce choix de ce qu'on montre ou ce qu'on ne montre pas, vous invitiez aussi après vie privée, vie publique, après le tournage, vous invitiez certains invités à assister au montage. Tous dans vie privée, vie Mais publique. je voulais rester oui. dans le choix Oui. dans le thème du choix parce oui. que comment Oui. est-ce que les gens, comment est-ce que les invités vous disaient ça, j'ai pas envie de le montrer. Oui, mais vous avez aussi une émission à construire. Alors Oui. où était votre frontière entre Écoutez, leur choix et le vôtre? Ouais, c'est très simple. D'abord, très peu m'ont demandé d'enlever des choses. Très peu. Très peu sur le nombre. Moi, je disais toujours qu'il fallait se sentir libre. Mais vous voyez, quand on parle, on n'a pas de frontières. Mais moi, intervieweur comme vous, à un moment donné, vous sentez. Enfin, quand moi j'étais intervieweuse et que là, vous êtes à ce rôle-là, vous sentez qu'à un moment donné, il y a une limite à ne pas franchir, où vous êtes dans la zone où, en fin de compte, on peut aller dans la zone d'inconfort de l'autre, mais à condition de ne pas être dans une zone où il ne vous autorise pas à aller, vous voyez, qui est trop, trop douloureuse, etc. Sauf s'il vous ouvre la porte. Et ça, c'est alors vraiment, vous voyez, quand je vous parlais du travail de Brooke, tout ça, ça sert, c'est cet instinct-là qui sait que vous pouvez y aller ou vous ne pouvez pas y aller. Et l'autre vous le fait sentir. Et moi, comme on n'était pas en direct,
comme là, et qu'il y avait évidemment qu'il fallait resserrer. Je disais toujours aux invités que la porte était... Voilà, de l'entretien était ouverte. Donc, on faisait un débrief à la fin. S'il y avait quelque chose qui gênait, on me le disait et je l'enlevais. Ça arrivait de temps en temps, hein, que quelqu'un aille trop loin. Il se disait non, mais ça, par rapport à un tel, souvent c'est par rapport à quelqu'un qui pourrait écouter, qui voilà, serait dérangé par ce qui est dit, par le propos. Et sinon, la porte était ouverte et aux invités. Et en fait, il y en a très peu qui sont venus, quelques-uns. Et il y a eu très peu de demandes. C'était vraiment sur des petites choses, vous voyez. Je crois que Valéry Giscard d'Estaing était là. Non, il n'est même pas venu. Il me semblait qu'il était venu, ah oui. Non, c'est Jean-Louis Trintignant. Jean-Louis Trintignant est venu. Mais oui, parce qu'il voulait savoir comment il avait parlé de sa fille. Il n'était pas trop impudique, ce qu'il disait, etc. C'était un témoignage magnifique. C'est magnifique ce qu'il dit, ce amour pour sa fille. C'était très, très beau. Et il est venu. Ouais. Je ne pouvais pas me retrouver, vous voyez, quand vous interviewez quelqu'un qui vous donne autant. Enfin, que les gens sont généreux. L'idée, ce n'est pas d'aller les mettre mal à l'aise, en porte-à-faux et tout. C'est ce qui me dérange aujourd'hui, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, souvent. C'est que vous avez parfois des entretiens ou des choses formidables, et puis pouf, il y a juste la phrase qui est sortie, qu'on va chercher, qui n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. C'est ce qui vous est arrivé plusieurs fois ? Non, là, non. Enfin, non. Ici, on est bien. Bah, là, on est bien. On va voir ce que ça donne. Non, on est bien, on est heureuse. Il y a une question qui est tombée. Le top 3 des personnes les plus marquantes. Il y en a déjà. Je pense que les 20 personnes, en tout cas la vingtaine de personnes qui a le plus marqué Mireille sont en tout cas dans ce livre. Guy Bedos, parce qu'il y a une amitié qui s'est construite sur 30 ans. Parce qu'on est allé en Algérie ensemble. Quand vous partez dans un pays avec quelqu'un, vous partez pendant au moins 2 semaines pour faire un film documentaire. C'est pas le temps d'un plateau de quelques heures ou d'une heure. C'est pas un samedi après-midi comme ça au milieu d'un restaurant. Voilà, même si on boit des bons coups et que la glace est très bonne. Bon. Ça n'a rien à voir. Il y a une vraie... Voilà, on apprend à se connaître. Et donc Guy Bedos, après, on est devenus amis donc sur 30aine d'années. Donc évidemment, et puis comme il est parti, c'est quelque chose qui me marque. Vous gardez un lien avec son fils ? Oui, avec la famille. Avec la famille complète. Oui, bien sûr. Oui, avec la famille, que je vois d'ailleurs tout à l'heure. Voilà. Vous voyez, dans ce voyage-là, d'ailleurs, Nicolas faisait partie du premier voyage quand vous avez fait le passé retrouvé ? Oui, quand on est reparti en Algérie, le premier voyage de Guy Bedos, retour en Algérie. Dans les années 80. À la fin des années 80, Nicolas avait 8 ans, il accompagnait son père. C'est un voyage initiatique, c'est très très beau. Donc vous voyez, il y a des liens comme ça qui se créent. Après, je ne sais pas, écoutez, Brigitte Bardot, c'est aussi, elle est étonnante. Bien sûr. Brigitte Bardot, c'est aussi, ça m'a marqué, c'est un personnage absolument incroyable, cash. Quand on allait à la Madrague où elle ouvrait sa porte pour quand même sa maison à Saint-Tropez, ça faisait des dizaines d'années qu'aucun journaliste n'était venu chez elle. Et sur la route, on a rencontré un chien errant, vous le croyez ? Donc on a offert à Brigitte Bardot le chien errant. qui était sur la route. Elle y a vu un bon présage. Et l'interview était formidable parce elle a des expressions absolument incroyables. Voilà, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué d'ailleurs, qui est marrant par rapport aux femmes, où après elle va loin, mais où je ne suis pas d'accord avec elle. Mais ce qu'il y avait de drôle, c'est quand elle dit, par exemple, à l'époque où les femmes étaient coincées, j'étais décoincée. Maintenant qu'elles sont décoincées, je suis coincée. et après, bon, elle enchaîne sur les femmes qui aujourd'hui vont trop loin et tout. Oui. Donc là, on a une vraie discussion. On n'est pas forcément d'accord. Mais c'est vrai que c'était un moment absolument aussi un joli moment à la Madrague. Voilà, avec les exagérations de Brigitte, mais son franc-parler aussi, cash. Et voilà, c'était un moment... mais après, je sais pas, il y en a tellement. Il y a Benoît Poulvorde, on en a parlé. Bien sûr. Il revient tout le temps, Benoît, c'est incroyable. Vous l'avez gardé en amitié ? Jean-Louis Trintignant, non, je ne l'ai pas revu, Benoît. Vous voyez, on s'est vu une fois, on s'est pas revu. Jean-Louis Trintignant, ça m'a beaucoup... Ça se sent d'ailleurs. Oui, j'en parle d'ailleurs. Ça m'a marqué à l'occasion malheureusement malencontreuse. Enfin, quand j'ai perdu un proche, j'ai souvent pensé justement à Jean-Louis. Et je tenais je voulais qu'il le sache, qu'il sache que ses paroles sur le moment, qui étaient très belles, il expliquait que après la mort de Marie, de sa fille, de Marie, sa fille.
qui a été tué quand même. Bien sûr. Donc, il avait pensé évidemment, enfin, je dis évidemment, il avait pensé au suicide à un moment donné. Et puis, et il dit cette phrase qui est très belle. Il dit si on décide de vivre, il faut vivre, et on peut encore être heureux. On peut encore trouver des moments de bonheur. Cette phrase, elle a longtemps résonné dans ma tête, justement, quand moi j'ai perdu des proches aussi. Et je trouve que c'est très beau voilà, d'avoir transmis ça, de nous dire qu'il ne faut pas, et moi je le dis donc du coup aux autres, parce que je crois que c'est là-dessus, pour avoir interviewé beaucoup de personnes qui avaient perdu des proches, et là-dessus qu'il faut travailler, c'est qu'on se culpabilise. On se dit, mais pourquoi moi je suis en vie alors que l'autre est mort? Et la première fois qu'on s'autorise à rire, vous voyez, tout à coup on se surprend, on dit, mais comment je peux rire alors que, voilà, que l'autre est mort? Et c'est ça la vie, c'est ça qui est formidable dans la vie, c'est qu'elle vient vous chercher et puis qu'elle vous oblige à vivre. Et si vous décidez de vivre, il faut vivre, même pour les Et autres. ça vous a construit, ça a fait la femme que vous êtes devenue, ça vous a construit au fil des interviews d'ailleurs. Bien sûr. Est-ce que c'était un exercice qui était compliqué à faire en direct? Oui, impossible à faire Impossible. en direct. Ouais, Parce que ça aurait impossible à faire traumatisé les invités Non, c'est qu'il faut du temps. C'est que, vous voyez, Benoît Poulvorde, c'est au bout d'une heure, il m'a parlé de sa mère et l'interview faisait 40 minutes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, c'est l'habitude du documentaire. On tourne beaucoup, on attend les réponses. Et puis moi, quand je sentais qu'on n'était pas allé au bout de quelque chose, en fait, je reposais la question autrement, plus tard, j'y revenais. Et donc, voilà, il faut prendre le temps. Pour les anonymes, souvent, il leur faut du temps pour s'habituer simplement voilà, à l'espace, aux caméras, à l'intervieweur, et pour chercher les mots. Parce que ce ne sont pas forcément les mots qui jaillissent les premiers qui sont les plus vrais. Souvent, il faut laisser le temps. Ouais, ça vous est jamais arrivé de sortir d'un entretien? Moi, ça m'est arrivé de me dire, mais non, j'ai dit ça, mais en fait, c'était ça. Parce que ça, c'était plus vrai que ce que j'ai dit. Mais oui. Donc, vous voyez, il faut avoir ce temps-là de la recherche et tout. Et ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, justement, tout va trop vite. Et on n'a pas forcément, oui, il y a des choses qui se disent, ça peut être marrant, rigolo. Tout ce que je dis, je le ressens. Je suis pas en train de tricher. Mais peut-être que... Et vous voyez, en cherchant, il y aurait peut-être d'autres choses. C'est avoir ce temps-là. Et pour des interviews, des entretiens intimes, il faut avoir ce temps-là, bien sûr. Est-ce qu'il y en a un que vous n'avez pas reçu? Il y a eu Sœur Emmanuelle. Ouais. On s'est raté. Moi, j'avais très, très envie de la rencontrer. Et au moment où elle a dit oui, elle est tombée... Enfin, là où on avait rendez-vous, elle était tombée malade. Donc, il y a un problème d'agenda. Il y a eu un problème. Mais voilà, cette femme m'intéressait énormément. Et puis... mais le pape, ça aurait été génial. Mais j'aurais adoré. Alors, vous savez que j'ai demandé, ça c'est un scoop. C'est vrai? J'ai demandé, et j'ai demandé évidemment, quand j'étais beaucoup plus jeune et que je pensais... Mais vous avez été au Vatican? Le pape. Alors, je dis, on va demander parce que c'est quand même extraordinaire. Et là, quand même, on s'y fait un petit peu rabrouer puisque j'ai appris qu'on ne demandait évidemment pas d'entretien au pape. Non, c'est vrai, je ne savais pas. Non, le pape ne donne pas d'entretien. Jamais. Non. Il donne comment ça s'appelle, il peut vous recevoir, mais il ne donne pas d'entretien. La seule manière d'avoir un entretien avec le pape, c'est d'aller à la messe l'écouter en fait. Voilà, mais il ne donne pas d'entretien en tout cas, mais ça porte un autre nom. Il peut donner une bénédiction non, pas une bénédiction, non, il vous reçoit, mais il ne donne pas d'entretien, voilà. En privé, on peut faire. Non, il n'y a pas, voilà. D'accord. Il donne une audience, mais voilà, mais c'est pas un entretien. Et donc, je suis allée jusqu'à Rome, bien sûr. À l'époque, avec Monseigneur Di Falco, qui pourra vous le confirmer. Mais c'est génial! Mais oui, tout à fait. Et nous sommes partis à Rome, au Vatican. C'est vrai. J'adore! Je vous imagine tellement avec votre bâton de pèlerin comme ça. Et votre drôle, non? On veut le faire, on va le faire. Monseigneur Di Falco aussi, qui m'a accompagné en disant on va le faire. C'est génial! Oui. Un jour, invitez-le, il vous le racontera. Monseigneur Di Falco? Bah oui, il vous racontera. Et évidemment, on s'est fait conduire. Et lui aussi. Et nous voilà repartis à Paris. Avec notre bâton de pèlerin. C'est drôle, non? Il y en a un qui serait forcément passé par chez vous aujourd'hui, c'est Thomas Pesquet, j'imagine. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, évidemment. Quelle question vous lui auriez posée que les autres ne lui ont pas posée? Peut-être, effectivement, sa relation à la vie, à la mort. Je serais peut-être allée sur quand on est là-haut. J'imagine que ça doit... Enfin, voilà, il y a un changement par rapport à sa relation aux autres et à l'au-delà aussi, automatiquement, d'ailleurs.
Je sais pas s'il croit en Dieu. S'il croit à quoi il croit, Thomas Pesquet. Elle- Est-ce elle- que justement le fait d'aller là-haut, est-ce que ça le confirme qu'il y a une présence Divine. autre, divine, ou est-ce qu'au contraire, voilà, il est dans le matérialisme plus pur? Quelles sont vos envies après toutes ces rencontres, après tous ces parcours? Aujourd'hui, Mireille Dumas, quelles sont vos envies? J'essaie en général de répondre à mes envies. J'ai adoré cette expérience d'écriture, qui n'est pas le premier livre, mais là vraiment de reprendre ça. Enfin, j'aime bien l'écriture. Ça n'a rien à voir avec la télévision. C'est très compliqué de le faire en même temps. Ça n'a rien à voir. La télévision, c'est quand même. On n'est pas dans la même C'est une réflexion. machine. Là, on est seul. On est seul avec la machine. J'allais dire un crayon, c'est fini. Et la page blanche. La page blanche, mais vous voyez, on est tout seul. La télévision, c'est carrément autre chose. Et j'ai beaucoup aimé cet exercice qui est. Donc, j'aimerais bien dans un livre peut-être plus personnel, aller voilà, quitter l'entretien pour aller sur quelque chose de plus personnel. Et puis franchement, j'ai plein d'idées de films, documentaires que j'ai envie de faire. Je suis pas sûre. Toutes les paroles sont entendables. Mais est-ce qu'elles se valent toutes? Je ne sais pas. C'est une vraie question, ça aussi. Non, mais... Ou alors, Que vous me posez à moi-même? non, Ou à vous-même? mais vous voyez, ça dépend ce que vous Ou voulez. à vous? Non, mais ça dépend ce que vous voulez transmettre aussi. Vous voyez, tout dépend de ce que vous voulez transmettre. Si vous voulez amener les autres à réfléchir, si vous voulez leur faire de la découverte, si donc c'est pas forcément, d'ailleurs, ce n'est pas forcément ce que vous pensez. Moi, je n'ai pas apporté à l'antenne que tout ce que je pensais. Bien sûr. Je me suis retrouvée avec des gens avec qui j'étais en désaccord, etc. Donc mais voilà, il faut savoir ce que vous portez quand même. Après, c'est le propos de Voltaire, le fameux propos je suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Voilà, bah aussi, bien sûr, bien sûr. Moi, je ne dis pas que ce que je dis est la vérité. La vérité, je parle universelle. D'une vérité. Mais c'est ma vérité. D'ailleurs, c'est ce que vous dites ici. Vous dites tous mes invités ont livré quelque chose de même, une fragilité, une force, une vérité, la leur. Oui. Donc chacun raconte sa vérité en fait. Bien sûr. Et Comme la justice raconte une vérité qui sera la vérité, mais qui n'est qu'une vérité. complètement. Et vous savez que la vérité, même la vôtre, elle change de jour en jour. Et c'est ce que je trouve très beau dans le témoignage, dans ce qu'on est en train de faire, dans ce qui a été mon métier. C'est que vous trouvez les mots. Aujourd'hui, je vous parle comme ça. Je suis arrivée, mais je me sens bien, je suis en forme, etc. Demain, vous voyez, je suis un peu fatiguée et tout. Peut-être que je n'aurais pas mis les mêmes mots. Vous voyez, et Bien même sûr. pour écrire, quand vous parlez de votre enfance, c'est toujours une réécriture. Mhm. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé? On n'en sait rien. En tout cas, c'est comme ça que vous l'avez vécu. Et c'est comme ça que ça va rester. Et c'est comme ça que ça va rester. Mais vous prenez trois personnes qui vivent les mêmes choses dans la même famille, etc. Aucun des trois va vous retranscrire la même chose. Ils vont même faire l'impasse sur certains moments. Je me suis demandé en travaillant les questions, en travaillant l'interview, si j'étais Mireille Dumas, ce que je ne suis pas évidemment, qu'est-ce que Mireille Dumas se serait posé comme question? Peut-être sur, peut-être sur ce qui a été mon réel moteur. Au-delà de votre maman, vous voulez dire? Ouais, le réel moteur. Mais oui, mais c'est vous qui donnez la réponse, parce que vous dites au-delà de ma maman, c'est pas évident que ça soit. Non, c'est parce que c'est ce que j'ai lu dans le Voilà, livre et dans les interviews, donc c'est ce Mais que vous avez livré. Mais c'est en travaillant là-dessus que je me suis aperçue que, en fait, j'ai tout bonnement, il y avait quelque chose de cet ordre-là qui était de lui rendre ce qu'elle m'avait donné. Donc, d'une petite fille, finalement, qui offre quelque chose à sa mère. Il y a quelque chose de l'enfance là-dedans qui a perduré, de vouloir lui offrir ça, quoi. Merci Mireille Dumas d'avoir répondu à cette invitation et d'être venu passer un bout de ce samedi avec nous. Un grand merci à François et Adrien, les propriétaires du restaurant, qui nous accueillent Bien ici sûr. dans les locaux. Restaurant qui tourne, les marchands de vin au 9 rue Billot, ça marche. Le restaurant est ouvert depuis 12 minutes déjà, donc on va sortir, il y aura des clients dans le restaurant. Ça va être assez rigolo. C'est intéressant, oui. Ben oui. Ouais. Un grand merci à l'équipe qui nous accompagne sur ce projet, avec Victor, avec Lucas, avec Dounia à la réalisation aujourd'hui, qui était aussi celle qui nous a réalisé la semaine dernière. Merci mille fois les amis, parce qu'on a besoin aussi d'une petite équipe, on se construit jamais tout seul. C'est vrai. Donc, On n'en a pas parlé, bah mais c'est oui. important. Merci mille fois pour votre fidélité sur ce rendez-vous du samedi après-midi. Ça s'appelle La Base. Je m'appelle Mathieu Gérard et je recevais Mireille Dumas. Passez un bon week-end et une bonne fin de samedi. À la semaine prochaine, 17h30. C'était La Base. À plus.